Donc on poursuit la correction de cette épreuve de Minpon 2016 PC avec donc la deuxième partie sur la diffusion thermique. Donc l'étude en fait de la température à la surface du sol donc dans le contexte du tunnel du Fréjus. Alors, on va regarder un petit peu l'énoncé. Donc partie 1B, température d'origine géophysique. On vient d'étudier les ondes thermiques dans le sol. Question très classique, là ça va être un peu plus sophistiqué. On va avoir des termes de production de chaleur, donc on va voir comment l'équation de diffusion est modifiée avec des termes de production de chaleur. Alors la température moyenne de 30 degrés relevée dans le tunnel du Fréjus peut être expliquée par un modèle géothermique simple de la croûte terrestre. Donc on considère qu'au niveau des Alpes, l'épaisseur de la croûte terrestre continentale est de 45 km. Donc on nous donne un schéma. Donc là on a la surface. Voilà, ça nous rappelle un peu nos cours de géologie de terminale, hein, où on nous parlait du manteau, de la croûte. Donc la croûte terrestre, c'est la lithosphère, hein, cette partie superficielle donc de 45 km. Et on prend toujours un axe Z orienté vers le bas. Et sous la croûte terrestre, il y a le manteau. Et on va voir que le manteau apporte un flux thermique à la croûte terrestre. Et que ce flux thermique, évidemment, va remonter à travers la croûte terrestre jusqu'à la surface. C'est pour ça qu'il fait chaud dans les igloos. Alors, on y va. Les roches granitiques qui constituent une partie des Alpes contiennent des éléments radioactifs, comme l'uranium, le thorium, le potassium. La chaleur produite par ces éléments radioactifs est directement proportionnelle à leur concentration. Et donc on introduit un terme de ce qu'on appelle souvent en diffusion thermique, un terme de source, une puissance thermique volumique de la forme P0 exponentielle moins Z sur H, avec H une distance caractéristique de cette exponentielle qui vaut 10 km. Et donc cette puissance volumique de 2,50 microwatts par mètre cube. Donc la croûte terrestre repose sur le manteau, à la fois plus dense et plus chaud que la croûte. Et donc ici, on a ce flux thermique JM qui est négatif avec l'axe des Z orienté vers le bas. Alors on va voir qu'il y a des petites difficultés. Une des difficultés principales, c'est quand on va établir le bilan thermique, très souvent les étudiants sont tentés de mettre JM dans ce bilan thermique. On va voir que non, parce que JM intervient uniquement dans les conditions aux limites. Ça, c'est le truc le plus standard. Alors, le 11. Donc, effectuer en régime stationnaire le bilan thermique dans une tranche de croûte terrestre de surface S. Entre Z et Z plus DZ. Allez, restez concentrés un petit peu. Non, nous, ça fait 4 heures qu'on travaille sur ce sujet-là, donc on est en forme. Alors, on y va? Donc, premier principe de la thermodynamique. On est en régime stationnaire. Donc, directement, vous pouvez dire que DU est égal à 0. Si ça vous plaît, vous pouvez remettre ρ du solide S dz fois CS, ça peut faire bien. Mais en réalité, la température ne dépend pas du temps. C'est ça le régime stationnaire. Hein, la dérivée locale est nulle. Donc, il y a un équilibre qui s'établit. C'est ça qu'il faut bien voir en régime stationnaire. Il faut savoir l'écrire directement. Un équilibre entre quoi et quoi? Souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure, le sens réel des flux n'influe pas sur l'écriture du bilan thermique. Et ça, c'est important ici, parce que là, on peut se poser des graves problèmes. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous vous dites, la chaleur remonte du bas, et vous vous dites, je suis cuit avec un Z orienté vers le bas. Mais non, sachez que tout est algébrique. Vous pouvez continuer de faire comme si la chaleur rentrait en Z et sortait en Z plus DZ. JQ est algébrique, il n'y a pas de souci, ne modifiez rien, ne changez rien, ne dites pas la chaleur, elle rentre en Z plus DZ. Vous allez vous auto-torpiller. JQ
de Z et de T fois S fois dt. Chaleur entre guillemets entrante en Z, mais algébrique. Moins JQ en Z plus dZ et de T fois S fois dt. Chaleur entre guillemets sortante algébrique en Z plus dZ. Et bien sûr, le terme supplémentaire. Alors, il y a des fois des gens toujours qui se posent la question, quand il y a des termes supplémentaires, est-ce que je dois les mettre dans le bilan temporel ou est-ce que je dois les mettre dans le bilan spatial? C'est évidemment toujours dans le bilan spatial, dans le membre de droite, parce que vous dites, voilà, si la température a varié, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'il y a de la chaleur qui est rentrée en Z, qui est sortie en Z plus dZ, plus ce qui a été produit, moins ce qui a été absorbé, c'est toujours à droite, d'accord? Et vous comptez positivement. Donc, P, cette puissance en Z, attention, faites de l'analyse dimensionnelle. C'est une puissance. Vous cherchez une énergie. C'est une puissance volumique. Donc, vous multipliez par le volume et par l'intervalle de temps durant lequel vous raisonnez. Très simple. Donc, ça fait moins dJQ. D'ailleurs, on pourrait mettre une dérivée droite parce que JQ ne dépend pas du temps. Rien ne dépend du temps. On est en régime stationnaire. Moins dJQ sur dZ, S dt dZ, plus P de Z, S dZ dt égale 0. Donc ça tombe bien. Si on a oublié quelque chose, on va le modifier maintenant. Donc on aura dJQ sur dz est égal à P de Z est égal à P0 exponentielle moins Z sur H. Voilà l'équation, la nouvelle équation à résoudre. Évidemment, c'est l'équivalent de l'équation de diffusion. Là, il y a de la température qui est cachée avec la loi de Fourier. Comme d'habitude, on sait qu'on doit aller remplacer JQ par la loi de Fourier. Mais n'anticipons pas trop les questions parce qu'il faut y répondre dans l'ordre avec les bons numéros aux bonnes questions, sinon l'examinateur, il cherche les encadrés en rouge, avec les numéros de questions, les réponses aux questions, donc il ne faut pas court-circuiter l'énoncé. Je continue ici. 12. Donc, en déduire la température T de Z. Donc on va intégrer ça. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le gros piège, c'est quoi? Je le répète parce que ça m'a échappé quand j'ai fait le bilan. À aucun moment, je n'ai fait intervenir JM. Je n'ai pas regardé le rapport de jury, j'aurais dû. Je suis persuadé qu'il y a un pourcentage considérable d'étudiants qui, dans le bilan, ils ont fait rentrer JM. Pourquoi est-ce que JM n'intervient pas? Parce que JM, c'est ce qui se passe au niveau du bas. C'est une condition, ça va intervenir dans les conditions aux limites, mais pas dans le bilan. Le bilan, il est dans la masse. Alors, dans la masse, il y a le terme de puissance volumique, mais il n'y a pas JM. Ça va pour tout le monde? J'insiste, parce que ça fait partie vraiment des gros pièges. Et je suis sûr qu'énormément de candidats sont tombés dedans. Et alors après, c'était cuit pour tout le reste. C'était cuit. Parce que là, vous n'avez pas les équations. Donc, c'est tout. En déduire T de Z. Donc, moins kappa, la conductivité, dt sur dz égale à P0 exponentielle moins Z sur H. Allez, on isole dt sur dz tranquillement. Donc, moins P0 sur kappa exponentielle moins Z sur H. Donc, T de Z égale à plus P0 H sur kappa exponentielle moins Z sur H plus une constante d'intégration. Oui. Si, je commence à fatiguer moi aussi. On reprend. Dites-moi quand je fais des erreurs. Alors, dJQ sur dz. Moins kappa d de t sur dz2, en réinjectant la loi de Fourier, JQ est égal à moins kappa dt sur dz est égal à P0 exponentielle moins Z sur H. On isole d de t sur dz2. Moins P0 sur kappa exponentielle moins Z
sur h. On intègre une première fois. dt sur dz. Donc, plus exponentielle moins z sur h. Alors, surtout, on n'oublie pas les constantes d'intégration. Hein, ne les oubliez pas, parce que si vous les oubliez, là aussi, c'est cuit. Mais pas nous. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on va dire là? C'est là qu'intervient justement le JM. Alors, pourquoi c'est là qu'intervient le JM? Parce qu'on sait que JM, c'est quoi? JM vecteur. Attention au signe aussi. Hein. JM vecteur, c'est moins kappa dt sur dz, loi de Fourier, calculée en z égale à LC vecteur UZ. Attention, il faut faire attention au signe, hein, parce que JM, il est négatif. C'est moins JM égale à moins kappa dt sur dz en z égale LC. Donc dt sur dz en z égale LC, il vaut plus JM sur kappa. Condition aux limites. JM sur kappa est égal à H, P0, on va prendre notre temps, on va faire Z égale LC, plus constante. Donc la constante, elle vaut JM sur kappa, moins HP0 machin, qu'on peut réinjecter dans le dt sur dz. Alors on factorise. Donc ça va faire HP0 sur kappa, exponentielle moins z sur h, moins exponentielle moins LC sur h, plus JM sur kappa. Ça va? Donc ça, c'est dt sur dz. Donc tout est dans les signes. Faites bien attention aux signes. Donc question suivante. Non, c'est toujours la même. Donc là, ça commence à devenir sélectif. Hein. Là, on est en train de grimper le col du Fréjus. Alors. Eh oui, parce que c'est sans filet, là. Pourquoi c'est sans filet? Parce qu'il n'y a pas les réponses dans le texte. Donc ça veut dire qu'il faut se faire confiance, il faut avancer. Hein, et là, ça rapporte gros. Là, ça commence à rapporter gros, hein, si vous faites ça juste. Donc, on intègre encore une fois par rapport à Z. Donc ça fait du JM. Alors, il y a des constantes que je pourrais peut-être mettre à part. JM sur kappa moins HP0. Ce n'est pas des calculs difficiles, vous voyez, mais le fait qu'il soit sans filet, eh bien, voilà, ça rend la chose sélective, ça c'est sûr. Donc, moins h carré P0 sur kappa exponentielle moins z sur h, plus constante. Alors, justement, j'étais en train de regarder quelles étaient les conditions aux limites. Donc, on nous dit que θ0 est égal à 0 en z égale à 0. Bon, sachant que les températures, on les prend en degrés Celsius. Là aussi, la notation T, grand T, souvent c'est en Kelvin. Hein, bon, je pense qu'on peut considérer que c'est en degrés Celsius. Donc, on fait z égale 0 là-dedans. Alors, ce truc-là s'annule en z égale 0. Ce truc-là ne s'annule pas. Je n'ai pas envie de tout recopier. Parce que là, j'ai un exponentiel moins z sur h qui vaudra 1. Donc, je vois que si je mets ça en facteur, je vais mettre un moins 1. Hein, donc, t de z est égal à jm sur kappa moins h p0 exponentielle moins lc sur h fois z. Donc, ça s'annule en z égale 0. Et puis, je vais mettre un plus h carré p0 sur kappa facteur de 1 moins exponentielle moins z sur h. Donc vous voyez la constante elle est dans le 1 là.
Et ça, je vérifie bien que ça s'annule en z égale 0. Donc j'ai le profil de température. Je ne peux pas dire que cette fonction soit nécessairement simple à dessiner, hein, pour le coup. Donc je la laisse comme ça. Hein. C'est vrai que j'aime bien faire des graphes, mais bon. Alors 13. Exprimer le flux thermique total JS au niveau de la surface en Z égale 0. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? On n'est peut-être pas obligé de redériver ça. On peut peut-être remonter en arrière dans nos intégrations parce que, ah oui, là on avait le dt sur dz. Donc ce serait peut-être maladroit d'aller redériver. Vous voyez, vous l'avez déjà dans vos calculs parce que vous êtes parti d'une intégration. Donc JS, qu'est-ce que c'est que JS? C'est moins kappa. Alors il est algébrique là, hein, si je le mets comme ça. Donc c'est moins kappa dt sur dz calculé en z égale 0. Loi de Fourier, tout simplement. Tristan, il y a encore de la... Inépuisable. Magnifique. Alors, JS égale à moins kappa d... Donc ça fait quoi ça? Ça fait moins kappa. Je fais z égale 0 là-dedans. Ici, tiens, z égale 0. Donc qu'est-ce que ça change? Simplement l'exponentielle vaut 1. Donc moins. Donc kappa. Donc HP0 sur kappa. 1 moins exponentielle moins LC sur H plus JM sur kappa. Bon, alors on ne va pas laisser ça comme ça. Donc ça fait JS, c'est en mesure algébrique, hein, tout est algébrique. Donc ça fait moins JM plus, on va changer le signe de la parenthèse, HP0, facteur de exponentielle moins LC sur H moins 1. Donc voilà JS, en mesure algébrique. Hein. Et de toute façon, c'est algébrique parce que c'est écrit JS flèche égale JS vecteur EZ. Donc le JS est algébrique et il est négatif. Attention, avec la loi de Fourier, vous êtes toujours en mesure algébrique. C'est le calcul qui vous donne le signe. Et d'ailleurs, ici, ça va être négatif. Hein. Ça veut bien dire que la chaleur monte du sol. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, comparer les deux termes proportionnels à Z et simplifier l'expression. Donc là, on nous fait revenir sur l'expression de T de Z et calculer la température centre du tunnel. Donc pour Z est égal à 1,70 km, puis JS. Ah. Alors, on nous dit qu'en gros, le tunnel, c'est comme s'il était à 1,7 km de profondeur dans la Terre. Et on veut nous faire simplifier l'expression de T de Z. Les deux termes proportionnels à Z. Quels sont les deux termes proportionnels à Z? Non, c'est pas... C'était là. Hein. Les deux termes proportionnels à Z, c'est ces deux-là. Donc c'est ça et ça qu'il faut comparer. Donc il faut calculer d'une part, donc c'est la question 14, il faut calculer d'une part JM et d'autre part H. Ils sont où les termes proportionnels à Z? Ah ouais, mais oui, c'est ça, oui. Et il faut calculer HP0 exponentielle de moins LC sur H. Alors, on avait tout dans le texte pour faire ça. Donc JM, il était donné directement, c'était 0,035 watts par mètre carré. Et donc HP0, c'était 1,1110-5, après application numérique, watts par mètre carré. Donc ce qui signifie que ce terme-là est négligeable et ce qui permet quand même de simplifier pas mal l'expression de T de Z. Donc T de Z environ égal à JM sur kappa fois Z
Donc plus h carré, on n'a pas touché à l'autre terme. 1 moins exponentielle moins z sur h. Donc c'est une expression quand même un petit peu plus simplifiée. Et donc oui, θ0 c'était 0 degrés Celsius, hein, donc on peut mettre en z égale 0 pour bien montrer qu'on a θ0 en z égale 0. J'aurais pu le rajouter aussi ici, hein. On aurait pu mettre plus θ0. Pour ne pas mélanger le littéral et le numérique. Et donc on peut calculer t en z est égal à 1,7 km et ça fait 32,8 degrés Celsius. Donc vous voyez, le modèle, il n'est pas trop mal, hein, bien que ce soit très simpliste, puisqu'on a pris en fait un sol qui est plan, hein, on a pris un sol qui est plan, mais en tenant compte donc de cette chaleur dégagée par les réactions radioactives dans le sol, eh bien on voit qu'on arrive à, on a dit tout à l'heure que la température dans le tunnel, c'était toujours de 30 degrés Celsius toute l'année. Donc on a vu qu'effectivement dans la première partie, les variations de température à la surface du sol ne pénétraient pas et qu'en plus, donc on trouve le bon ordre de grandeur pour la température dans le tunnel. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Et donc on peut calculer JS, qui est là. Donc application numérique pour JS, je ne recopie pas l'expression littérale, et ça vous donne 0,060 watts par mètre carré. Donc là, dans JS, il n'y a rien à négliger, hein. Il n'y a rien à négliger. Le sol émet de l'énergie thermique, donc ça remonte. Donc il y a à la fois, regardez, il y a à la fois le JM qui contribue, donc ça c'est la chaleur qui remonte du manteau, et en volume ici, il y a aussi toute la chaleur dégagée par les réactions radioactives à l'intérieur du sol. Donc tout ça est pris en compte. Donc maintenant, on peut attaquer la dernière partie avec la prise en compte du relief.